Rencontre ce lundi entre le président de la République Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Au nombre des sujets abordés, la situation sociopolitique du pays, le Gabon et l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nous sommes à un peu plus de 2 semaines de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves prennent d'assaut les librairies. Certains préfèrent les librairies modernes quand d'autres optent pour les librairies informelles. Pourquoi de tels choix? Nous en parlerons dans cette édition. Nous parlerons également économie. Le Trésor public et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont procédé ce lundi à la première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 6%. Bonsoir et bienvenue. Je vous donne tout d'abord lecture de ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Monsieur le Président et chers frères, la Cour constitutionnelle de la République gabonaise vient de confirmer votre victoire à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour vous adresser nos sincères félicitations ainsi que nos vœux de plein succès dans l'exercice de votre charge. Dans la période délicate que traverse le Gabon, je voudrais vous exprimer tous mes encouragements et souhaiter ardemment que le dialogue et l'apaisement prédominent entre toutes les parties pour préserver la paix, la sécurité et le bien-être du peuple frère gabonais. Je me félicite de l'excellence des relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et entre les Ivoiriens et les Gabonais. Je suis persuadé que nous continuerons de tout mettre en œuvre pour préserver et renforcer davantage la qualité de ces relations. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle de la République du Gabon a donc confirmé la victoire du président sortant Ali Bongo à l'élection présidentielle du 27 août dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est rendu aujourd'hui chez le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, en a parlé. Les deux hommes ont également évoqué, entre autres, la situation sociopolitique et l'avant-projet de la nouvelle constitution. Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu le samedi 24 septembre l'avant-projet de constitution du comité d'experts, est venu prendre conseil auprès de son aîné et allié au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Le chef de l'État et le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié, se sont accordés sur la démarche à suivre pour l'avènement de la Troisième République. Et le président Bédié a été président du Parlement pendant de nombreuses années pour voir un peu comment il voyait cette procédure. Nous nous sommes donc entendus sur la meilleure manière de gérer cette évolution de l'avant-projet de constitution. Et nous ferons des propositions, bien sûr, au président de l'Assemblée nationale et au groupe parlementaire du RHDP, pour que le document d'avant-projet soit examiné le plus tôt possible, bien avant mi-octobre, pour permettre le référendum dans les délais appropriés. En plus de cela, avec le président Henri Konan Bédié, nous avons échangé sur la situation sociopolitique dans notre pays et indiqué que le dialogue avec l'opposition doit se poursuivre. C'est d'ailleurs ce que fait le ministre d'État Jeannot Ahoussou, qui a déjà rencontré ces temps-ci le Front populaire ivoirien et les autres partis politiques du cadre permanent de concertation. Et nous sommes convenus également que tout doit être mis en œuvre pour que cette Troisième République soit une réalité dès le début de l'année prochaine. Ce qui sous-entend que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année. Nous avons également évoqué la situation dans un pays ami et frère, le Gabon, avec les élections qui viennent de se tenir et la décision du Conseil constitutionnel qui a confirmé la victoire
du président Ali Bongo Ondimba et nous sommes convenus que nous enverrons une délégation à son investiture qui aura lieu demain. Évidemment, l'actualité ne me permet pas moi-même de faire le déplacement, mais nous enverrons une délégation de haut niveau pour participer à l'investiture du président Ali Bongo Ondimba et aussi pour apporter un message de paix, d'apaisement. Le chef de l'État a par ailleurs tenu à remercier le président Henri Konan Bédié qui a fait le déplacement depuis Daoukro pour cet entretien avant de relever son sens élevé de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était pour sa part en Bato, ville du centre-est de la Côte d'Ivoire dans le département de Bongouanou. Il y a inauguré une école primaire offerte par la Loterie nationale. Michel Digri. Le voile levé sur la pancarte, plus qu'un simple geste, ce sont les portes du savoir qui s'ouvrent ainsi aux enfants de Mbato dans le département de Bongouanou. L'école porte le nom du président du Parlement ivoirien. L'initiative est de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Je veux inviter aussi bien les entreprises privées et publiques à appuyer l'État dans sa quête d'une meilleure formation de nos enfants. Convaincu que le développement ne peut se faire dans la division, Guillaume Soro invite les populations de Mbato à privilégier la cohésion sociale. Regardons d'abord la réconciliation. On n'a pas besoin de se battre entre nous. Ce qui doit nous intéresser, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, RDR, UDPCI, communiste, ce qui doit nous intéresser dans le Moronou, c'est le développement du Moronou. Pour matérialiser leur adhésion à cet appel, les populations de Mbato et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont célébré dans la ferveur l'ouverture de cette nouvelle école de 6 classes. 2 semaines après la rentrée scolaire, l'heure est à l'achat de fournitures. Les parents d'élèves se ruent donc vers les librairies. Si certains portent leur choix sur les librairies modernes, d'autres préfèrent la librairie informelle appelée communément librairie par terre. Mais tous ont une chose en commun, la quête de bons prix pour réussir l'année scolaire. Davis Oyo, Franck Wadio. C'est les librairies par terre. Particulièrement, il y a des facilités de paiement. Moi, par exemple, je ne travaille pas. Je ne veux pas aller dans un magasin payer les livres qui sont chers. Où se procurer un bon livre ou un document pédagogique à moindre coût? Certainement pas en librairie. L'idée est bien ancrée dans les esprits. Ils sont plusieurs à privilégier ces librairies informelles appelées librairies par terre. Nogues vient d'effectuer quelques achats pour ses enfants. D'abord, je suis passé à la librairie pour prendre un peu les prix, sonder un peu les prix. On vient souvent à la librairie par terre parce que ici c'est discutable. Ici, l'avantage notable, ce sont les prix pratiqués. C'est un livre d'anglais, le nouveau au programme. Je l'ai eu à 3500, à la baisse, 3500. Or, la grande librairie, on m'a parlé de 4000 et quelques. Les librairies par terre, certes. D'autres parents d'élèves, en revanche, disent trouver leur compte en cette période de rentrée scolaire dans les librairies classiques. C'est le cas de ce père de 4 enfants. Chaque année, je viens à la librairie pour faire mes achats. Je préfère que ça soit ça. Je n'aime pas trop ce qui a déjà été utilisé. Si on vient ici, c'est justement parce qu'on a des prix qui sont plus intéressants et pour des enfants qui sont en difficulté, c'est très avantageux. La hantise des prix, une question qui n'a pas son sens. Pour ce responsable de librairie, les prix des livres sont adaptés à toutes les bourses. Vous donnez un exemple de prix. Toutes les fournitures d'un gosse qui va au CP1, vous l'achetez dans cette petite pochette-là à 6 800 francs. Voilà. Donc amusez-vous à aller, comme vous dites, à aller voir par terre ou dans l'informel, à l'acheter individuellement ces ouvrages ou ces fournitures qui sont à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que vous allez les acheter beaucoup plus cher. Les librairies par terre, il y a aussi la possibilité d'échanger anciens et articles neufs, un réflexe qui a son utilité selon certains. Des trocs, c'est-à-dire échange des livres
Lorsque tu as les anciens livres, que tu peux venir aussi échanger, ce qui n'est pas le cas dans les magasins. Ça peut être en bon état, ça peut être en mauvais état, mais quand tu lis, tu retiens quelque chose. Et puis ça passe. Il faut cependant organiser le secteur. L'association des bouquinistes et des libraires de Côte d'Ivoire a été suscitée justement avec en plus le désir d'aider les parents d'élèves. Vu l'importance de ce secteur, nous avons trouvé nécessaire de nous fédérer pour pouvoir aider nos parents qui n'ont pas les moyens, qui nous sollicitent pendant la rentrée. Librairie par terre, librairie classique, la quête au final n'est pas différente. Suffit de trouver la bonne astuce. En économie, en mars dernier, l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé à travers le Trésor public 125 milliards de francs CFA sur un objectif de 120 milliards de francs CFA par un emprunt obligataire à l'épargne TPCI 6%. Le Trésor public et la Bourse régionale des valeurs mobilières ont procédé à la première cotation de cet emprunt obligataire. Francis Boifou. Première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 6% 2016-2028 à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ça y est. Voilà. Les 120 milliards de francs CFA émis sur les marchés financiers ont été mobilisés en mars dernier par appel public à l'épargne. Il s'agit de donner à présent l'occasion à ceux qui n'ont pas pu acheter ces obligations lors de l'émission primaire, c'est-à-dire la première souscription, de le faire désormais à travers la BRVM. Tous les jours, on va vendre ou acheter, suivant ce que les investisseurs auront comme besoin. Le taux d'intérêt est de 6% sur 12 ans. 6%, c'est au-dessus de tous les instruments de dette que l'on a aujourd'hui dans notre sous-région. Les investisseurs qui achètent ces obligations sont rémunérés à 6% net d'impôts. Cette émission de capitaux vise des objectifs stratégiques. À travers ces émissions, l'État capte les ressources nécessaires au financement de ces investissements. Le message que nous voulons lancer aux Ivoiriens, c'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de ces opérations d'emprunt. La Direction générale du Trésor a l'ambition de multiplier les moyens pour financer le Plan national de développement PND 2016-2020. Montant du PND, 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% est à rechercher auprès du secteur privé. Cette information en bref, le club Efficience, cercle de réflexion, valorise les compétences issues de la diaspora. Cette structure a distingué Jean-Jacques Konadje, un jeune Ivoirien de 37 ans, meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Il s'est démarqué par la qualité et la contribution de l'ensemble de ses œuvres scientifiques au développement de certains domaines des sciences sociales, tels que la défense, la sécurité et la sociologie militaire. Le nouveau chef économiste de l'Agence française de développement, Gaël Giraud, séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Avec les plus hautes autorités du pays, il doit échanger sur l'amélioration de l'impact de l'aide publique au développement. Lansine Bakayoko. Cette première visite en Côte d'Ivoire de Gaël Giraud, nommé en janvier 2015 chef économiste à l'Agence française de développement, devrait aboutir à la reformulation des politiques publiques en matière d'aide. L'idée, c'est que l'Agence française de développement soit présente et accompagne la Côte d'Ivoire sur son cheminement vers l'émergence, pas simplement à travers du financement, mais aussi à travers un véritable dialogue de politique publique, à la fois avec les autorités politiques ivoiriennes et la société civile. L'objet de ma visite en Côte d'Ivoire est de signer un mémorandum de dialogue stratégique avec les autorités ivoiriennes. Ce mémorandum de dialogue, instrument de coopération efficace, est destiné à donner une meilleure réponse aux problèmes communs qui se dressent sur le chemin du développement inclusif. Au fond, nous avons tous les mêmes difficultés. Si vous voulez, les problèmes qu'on a dans les banlieues de Paris sont un peu les mêmes, mutatis mutandis, que ceux qu'on a à Abobo, dans la banlieue ici d'Abidjan. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est avoir une plateforme de dialogue dans laquelle nous allons apprendre des extraordinaires initiatives qui sont prises par la société civile ivoirienne aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire pourra apprendre aussi des initiatives que nous prenons sur le territoire domestique français. Le deuxième contrat de désendettement et de développement que gère
l'Agence française de développement porte aussi environ 720 milliards de francs CFA. C'était le reportage de Lancine Bakayoko commenté par Jean-Jacques Kwame. La Banque africaine de développement veut éliminer la pauvreté, la faim et la malnutrition en Afrique d'ici à 2025. L'institution financière africaine a lancé récemment sa stratégie sur la période 2016-2025. Elle va investir 12 000 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de ce projet. Noël Nyagnou. Mettre fin à l'extrême pauvreté, à la malnutrition et à la dépendance aux importations de produits alimentaires préoccupe au plus haut point les dirigeants de la BAD, Banque africaine de développement. Et pour cause, l'Afrique a dépensé 17 500 milliards de francs CFA 2015 dans l'importation de produits alimentaires, selon la BAD. Ce chiffre sera multiplié par 5 dans 10 ans, soit 55 000 milliards à l'horizon 2025, si rien n'est fait. Surtout que l'Afrique s'urbanise à la vitesse grand V, pire, sa balance commerciale est de plus en plus déficitaire. Paradoxe, l'Afrique a comme avantage comparatif naturel l'agriculture. Il faut donc transformer cette agriculture. Pour Sangafoua Koulibaly, ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural, la transformation de l'agriculture passe par un leadership et la référence en la matière, c'est celle de feu Félix Houphouët-Boigny. Et le témoignage est édifiant. Félix Houphouët-Boigny était en même temps le ministre de l'Agriculture. Et c'est comme ça qu'il a supporté les fondements de l'agriculture ivoirienne qui a permis de hisser notre pays au rang actuel. Voilà qui explique l'avènement de la stratégie Nourrir la planète de l'administration Akivumi Adesina, président du groupe de la BAD. Depuis ce lundi 19 septembre, la stratégie est lancée. Son coût, 12 000 milliards de francs CFA sur 10 ans. Et ceci ne pourra se réaliser que si 3 défis sont relevés. Le premier de ces défis, c'est le changement climatique. La question, c'est de savoir comment la planète va-t-elle produire avec de moins en moins de ressources naturelles pour satisfaire les besoins alimentaires de plus en plus de personnes. Le deuxième défi, l'immigration. C'est parce que, et vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de quoi les occuper et les fixer sur le continent. Or, il est démontré que le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois sur le continent. Le dernier défi, c'est celui du terrorisme. Au-delà de ces défis, il faut que les États respectent l'engagement de 2003 à Maputo, c'est-à-dire consacrer 10% des ressources publiques au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, on est loin du compte, mais des avancées sont notables. De 2%, on est passé à un peu moins de 4%, pour être aujourd'hui à 5% du budget 2016. La journée de ce 26 septembre est consacrée à la contraception. C'est l'occasion de faire connaître les différents moyens de contraception aux populations. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la place Figayo dans la commune de Yopougon. Le public a été sensibilisé et des contraceptifs ont été distribués. Ami Sissoko. La méthode contraceptive n'est pas une mauvaise chose. En fait, ça te permet de te protéger soi-même, d'éviter aussi les grossesses non désirées. Ça n'a pas de conséquences. Non, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Yopougon, Figayo, 10e édition de la Journée mondiale de la contraception. Ce 26 septembre, date de la commémoration de cette journée, adultes, jeunes et moins jeunes sont venus nombreux échanger avec les différents partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur les différentes méthodes contraceptives et leurs avantages. Investir dans la contraception, c'est garantir l'avenir. C'est le message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous voulons que chaque Ivoirien ait une fécondité responsable en évitant les grossesses non désirées, en espaçant ses naissances et que le potentiel de chaque jeune soit renforcé pour que son avenir soit assuré. Éclairée, Awa adhère à la pratique de la contraception. Cette nouvelle bachelière ne veut surtout pas gâcher son avenir avec une grossesse non désirée. Je ne me sens pas encore prête pour être maman. Donc l'avortement n'est pas une bonne chose. Si je suis venue ici, c'est pour ne pas tomber enceinte. De la pilule aux injectables, en passant par le stérilet, les implants et le préservatif, le but est le même, espacer les naissances, explique-t-on à cette journée de sensibilisation.
En plus de la contraception féminine, l'accent a été mis sur la contraception masculine, peu connue. La vasectomie, qui est la ligature des canaux déférents, est une méthode masculine. Et ça ne touche pas aux testicules. Donc les hommes qui ont décidé, qui ont le nombre d'enfants qu'ils veulent, ils peuvent aller à la vasectomie. Information, consultation, distribution de contraceptifs, émissions radiophoniques ont permis de faire passer le message sur les avantages de la contraception. Objectif, faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36% d'ici à 2020. Un mot de salubrité. Le ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne Ouloto, a signé une convention avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette convention vise une synergie d'action dans les domaines de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Ce partenariat a été scellé en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Direction la ville de Bouaké où une forte pluie diluvienne a fait des dégâts. Elle a causé l'effondrement des murs d'une habitation au quartier Air France 3. Bilan, 1 mort et 1 blessé grave. Kwadio Kwame. Un mort et 1 blessé. Tel est le bilan de l'effondrement des murs d'un bâtiment de 6 pièces au quartier Air France 3 à Bouaké. Le drame est causé par la grande pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit dernière. Le désespoir des familles est pleuré. La pluie est venue rentrer dans la maison jusqu'à notre genou. Donc on a trouvé que vraiment ce n'était pas du jus. Donc on est ressorti. Dans ce quartier, les habitations sont construites dans des bas-fonds. Une situation qui empêche le passage des eaux de ruissellement. D'où l'inquiétude des riverains en cette période de pluie. Chaque année, c'est le même problème-là. Actuellement, pour aujourd'hui, là, il y a eu la mort dedans. Actuellement, je suis arrêtée, je n'ai rien pour louer maison. Là où je suis, c'est pour ma soeur. Je me débrouille là, nous allons nous aider, nous allons faire pour que l'eau là puisse passer. C'est désormais pratique courante. De nombreuses maisons sont bâties dans des bas-fonds ou sur des caniveaux. Toutes choses qui causent des pertes en vie humaine en saison pluvieuse. Depuis samedi, la ville de Bouaké connaît de fortes pluies. Des mesures doivent être prises pour éviter de tels désastres. En politique, une délégation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix était à Botro, dans la région de Béké. Elle est allée sensibiliser les populations au référendum. Les coordinations de Botro et Diabo ont été mises en mission. Soro Corona, Kader Sogodogo. À quelques semaines du vote du référendum constitutionnel, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, RHDP, multiplie les actions sur le terrain. Une délégation de cette alliance a sillonné le département de Botro. À Botro et à Diabo, les Massou Fofana, secrétaire général adjoint, chargé de la formation et de l'école du Parti du Rassemblement des Républicains, RDR, a mis en mission les coordinations sous-préfectorales de Botro. Celle d'inviter les populations à voter massivement la nouvelle constitution pour dire oui à la paix afin de consolider la marche démocratique entamée depuis 2010 et pour le progrès social de chacun. Au cours de cette tournée de sensibilisation sur le référendum, il a été question d'instruire les militants de la plateforme oufouettiste sur les défis à venir du NHDP, notamment le Parti unifié et les élections législatives. Pour réussir la mission de sensibilisation des coordinations du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix RHDP de Botro et Diabo ont été officiellement installés. La nouvelle constitution en élaboration est la volonté du président Alassane Ouattara de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution consensuelle. Le PDCI-RDA effectue une tournée dans la région du Go. À Gagnoa, le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakougi-Kaoué, a prôné la paix et le développement avant de sensibiliser les populations à la tenue du référendum. Honorine Anigori. 72 villages et 151 campements baoulés de la sous-préfecture de Gagnoa, visités par Maurice Kakougi-Kaoué. Cette tournée du secrétaire exécutif du PDCI-RDA s'inscrit dans le cadre de la recherche de la cohésion sociale et du développement de la région du Go. Un meeting de réconciliation a donc été initié pour exprimer sa gratitude aux populations qui ont compris la nécessité de regarder de l'avant pour le développement de Gagnoa. Mais au cours de mon passage, que ce soit dans les campements baoulés, que ce soit dans les villages autochtones, parmi vous, il y a des PDCI, il y a des non-PDCI.
Vous avez dit partout dans les villages que votre nouveau parti politique s'appelle Kakou Djikawi. Vous faites fi de vos appartenances. Cadres de la localité et partis de l'opposition sont donc unanimes qu'il faut soutenir les actions de l'homme pour le développement de la région. Avant cette rencontre, une messe d'action de grâce a été dite en présence des fils et filles de la localité. Parlons religion, une célébration eucharistique a réuni à Lourdes plus de 700 pèlerins issus de différentes délégations. Cette célébration avait pour but l'instauration de la cohésion sociale et l'unité entre les pèlerins ivoiriens. Thérèse Tapé-Yoboui. Instaurer un climat d'entente et de cohésion entre les fidèles chrétiens ivoiriens en pèlerinage à Lourdes, tel est le souhait de Monseigneur Joseph Aké. Il avait émis ce vœu depuis 2014, alors qu'il avait constaté quelques difficultés entre les organisateurs de pèlerinage. Aujourd'hui, l'unité entre les pèlerins se construit. Après la grande messe de l'année dernière, une autre célébration eucharistique vient de se dérouler en présence de plus de 700 pèlerins appartenant à plusieurs délégations, ainsi que des chrétiens ivoiriens de la diaspora. C'est un processus qui est enclenché, qui s'est mis en place. Et je crois que c'est le Seigneur qui a voulu, qui nous donne cet espace de témoignage d'unité, de communion des Ivoiriens qui arrivent en pèlerinage à Lourdes. Et nous devons travailler les uns puis les autres à promouvoir, n'est-ce pas, cette unité, cette communion. Quand cette année de la miséricorde, le Père célébrant a invité les chrétiens à traduire leur foi par leur oui quotidien à Jésus, avoir une visibilité dans leur vie. Au cours de cette célébration, on a également prié pour les enfants, les familles, les chrétiens persécutés, les nations angoissées par les violences. Le 27 septembre, donc demain, le verdict du procès d'un terroriste présumé sera prononcé. Il est jugé pour la destruction de 9 grands mausolées de Tombouctou. Dans la ville, les populations disent être prêtes à pardonner. C'est la première fois qu'un djihadiste présumé est jugé devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé et exécuté la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Le verdict devrait être prononcé le 27 septembre prochain. Entre 9 et 11 ans de prison ont été requis contre celui qui dirigeait la brigade islamique des mœurs. Celui-ci a plaidé coupable et demandé pardon. C'est au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi. On voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Tombouctou retrouve progressivement son identité sous l'impulsion de l'UNESCO. Les mausolées ont été reconstruits l'an dernier et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya vient tout juste d'être réinstallée. Les habitants, quant à eux, se disent prêts à pardonner. Parce que nous sommes des Coréens, on peut les pardonner. Pour que si on va les pardonner, si la paix vient, on va les pardonner. Je veux que la justice soit faite, c'est tout. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent toutefois que les crimes sexuels n'aient pas été pris en compte. Même si le procès à Ahmad Al-Faki Al-Mahdi sert d'exemple, certains déplorent que de nombreux criminels échappent toujours à la justice. Dans quelques heures, le premier face-à-face présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu. La rencontre enregistre une audience record. Herman Guivet revient sur le portrait de ces deux personnalités que tout oppose. La démocrate à la présidentielle Hillary Rodham Clinton, 68 ans, est de la même génération que son rival républicain Donald Trump, 70 ans, et tous deux viennent de New York. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun.
Avocate diplômée de Yale, Hillary Clinton a été secrétaire d'État, mariée à l'ex-président Bill Clinton. Elle a déjà occupé la Maison-Blanche en tant que première dame et compte plus de 30 ans d'expérience en politique. Diplômé d'école de commerce, Donald Trump est un magnat de l'immobilier et une star provocatrice de télé-réalité. Il n'a pas le pédigré politique d'Hillary Clinton, mais il est devenu un champion de la scène médiatique. Politiquement, les deux rivaux sont aux antipodes. Hillary Clinton veut introduire une réforme globale de l'immigration pour protéger les familles. Elle souhaite mettre fin aux expulsions des personnes arrivées récemment, sauf si elles ont un passé criminel ou constituent une menace pour la sécurité nationale. Donald Trump préconise la construction d'un mur le long de la frontière sud, payé par le Mexique. Il veut aussi abolir l'obtention de la citoyenneté par droit du sol, bloquer l'immigration et interdire à tous les musulmans d'entrer aux États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Hillary Clinton s'est engagée à mettre un terme à l'épidémie de violence par arme à feu. Elle prône une vérification approfondie des antécédents des acquéreurs, une limitation du type d'acheteur et la disparition des armes militaires des rues. Pour Trump, le droit de chacun à conserver et porter des armes est non négociable. Les détenteurs d'armes devraient être autorisés par la loi à se défendre. Hillary Clinton est une personnalité bien connue, avec un programme politique solide et qui soutient depuis toujours les femmes, les enfants et les minorités. Donald Trump est un anticonformiste qui veut bousculer l'ordre établi. Ses prises de position peu orthodoxes attirent beaucoup de lecteurs. Hillary Clinton a utilisé une boîte mail non sécurisée et personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État, ce qui a entaché sa réputation. Donald Trump est imprévisible. Il a été accusé de surévaluer le succès de ses affaires et de pratiquer une médisance sans précédent pour vaincre ses rivaux. La Colombie a vécu ce lundi 26 septembre une journée historique avec la signature de l'accord de paix conclu avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit. La cérémonie s'est déroulée dans la station balnéaire de Carthagène. Cette signature doit être soumise à référendum le 2 octobre prochain. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier, a été condamné aujourd'hui à 2 mois de prison ferme pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public lors d'une altercation avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit parisienne le 30 mai. Le tribunal correctionnel de Paris a également condamné l'international ivoirien de 23 ans à 600 € de dommages et intérêts. Abou Sanogo.